Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition de Direct. Bien, en fait, aujourd'hui, on a plein de choses à vous proposer. C'était une semaine très chargée en ce qui concerne le Proche-Orient. On va commencer par le sommet africain, en fait, qui a eu lieu le 30 et le 31 janvier, il y a juste quelques jours. Le sommet de l'Union africaine qui s'est tenu à Addis Abeba et qui a été précédé par également du sommet économique du NEPAD. Notre deuxième sujet sera consacré à la Syrie, les discussions indirectes qui commencent aujourd'hui entre les deux côtés, l'opposition et le régime syrien, des discussions qui vont durer 6 mois pour pouvoir parvenir à un accord. Et le troisième sujet concerne la Libye, Daesh et de possibles frappes américaine internationale contre le groupe de possibles frappes militaires, bien sûr. Bien, on va commencer, comme je l'avais dit, par l'Union africaine. Le 26e sommet de l'Union africaine a clôturé hier à Addis Abeba ses travaux. Après 2 jours de discussion, le thème cette année de cette conférence était l'année des droits de l'homme, avec un accent tout particulier sur les droits de la femme. Le sommet du NEPAD s'est également tenu un jour avant le sommet africain, toujours à Addis Abeba, mettant l'accent sur l'importance de conjuguer les efforts pour concrétiser les différents projets de développement en Afrique. Bien sûr, l'Afrique est un sujet très important qu'on va essayer de discuter plus tard, tout de suite après ce commentaire de Yala Choucha. Le 26e sommet ordinaire de l'Union africaine, qui a eu lieu avec la participation d'une 50aine de chefs d'État et de gouvernement, est placé cette année sous le thème dominant des droits de l'homme en Afrique. L'importance donnée à ce thème trouve son explication dans la décision de l'organisation panafricaine qui avait décrété 2016 année des droits de l'homme en Afrique. Réunis entre les 30 et 31 janvier dans la capitale éthiopienne, les chefs d'État ou leurs représentants des pays membres de l'UA, ainsi que les participants venant d'autres pays et organisations régionales ou internationales, ont abordé entre autres des sujets comme les droits de femmes, la protection des droits de l'homme, la sécurité et le développement régionaux. Lors de la cérémonie de clôture, Idriss Déby, président tchadien et nouveau président de l'UA pour 2016, après le président zimbabwéen Robert Mugabe, a annoncé que les droits de l'homme et ceux des femmes africaines en particulier sont le thème central du sommet, ajoutant qu'ils doivent également être les priorités au menu des agendas nationaux. Quant au dossier de la sécurité, M. Déby a indiqué que l'UA avait réussi à parvenir au consensus autour de certaines questions, notamment sur la lutte contre le terrorisme et la gestion des crises dans certains pays africains. Nous devons faire preuve de fermeté contre le terrorisme, autant pour les crises internes aux États. Le dialogue doit être le maître mot. C'est le cas pour le Burundi, le Soudan du Sud, où l'Union africaine doit poursuivre ses efforts pour que ces pays retrouvent rapidement le chemin de la paix, a-t-il insisté. Pour conclure, M. Déby a appelé à ce que l'UA se place à l'avant-garde, non seulement pour prévenir et venir en aide aux pays africains en crise, mais aussi pour promouvoir la paix, le développement et l'intégration, toutes choses répondant aux aspirations des peuples. C'est l'Égypte, son histoire et sa civilisation, mais c'est aussi l'Égypte moderne, celle que vous connaissez sûrement beaucoup moins. Une chaîne où on parle d'information, de culture, d'art ou d'histoire. Nile TV, c'est aussi une chaîne qui vibre au rythme du sport. Toutes les grandes compétitions nationales et internationales, c'est ici que ça se passe. Retrouvez-nous sur le terrain pour des reportages qui couvrent toute l'actualité locale ici en Égypte. Expositions, concerts, spectacles, toute la culture sur Nile TV International. Nile TV, c'est la chaîne qui vous fait vivre à l'heure égyptienne. Nile TV aborde tous les thèmes qui vous intéressent. Infos, débats ou analyses, c'est sur Nile TV International. Nile TV International, c'est la voix francophone de l'Égypte.
monsieur, ce soir, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Général Ibrahim Choukri, qui est professeur à l'Académie militaire de Nasser. Bienvenue avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Également Dr Saïd Zulfoukar, analyste politique. Bienvenue avec nous. Bonsoir. Alors, on va commencer par l'Union africaine. En fait, l'Afrique est toujours un sujet très important, surtout pour l'Égypte, en ce qui concerne le dossier politique, sécuritaire, économique. L'Afrique est le continent le plus important. Maintenant, en fait, il faut dire aussi que il y a la Chine qui vise l'Afrique, il y a les Européens. Alors, comment vous voyez la coopération avec l'Afrique ces jours-ci? Bon, permettez-moi d'abord de commencer par expliquer que la situation, puisque je suis d'origine policière, donc la situation sécuritaire au niveau de l'Afrique, c'est une situation un peu critique parce que les pays africains, ils doivent avoir une sorte d'union de plus en plus profonde et étroite, surtout que nous, comme Égyptiens, nous sommes au sommet du continent africain, du point de vue de la carte, je parle, et nous voyons bien la situation autour de nous. Donc vous voyez, il y a des problèmes sécuritaires sur le territoire libyen, des problèmes aussi qui sont provoqués sur le territoire tchadien, et aussi les Boko Haram qui sont répandus dans plusieurs pays. Même la situation sécuritaire dans quelques pays en Afrique de l'Est, ce n'est pas une bonne situation sécuritaire. Ce qui vaut que les pays africains doivent faire une sorte d'union, d'échange d'expertise, aussi de coopération. Notons bien que l'Égypte a commencé bien le départ de ce travail-là, ce travail qui est sérieux et très intéressant pour les Africains. Je veux vous dire que, par exemple, chez nous, à l'Académie de police, nous avons un ancien centre africain, centre de recherche. À l'intérieur du centre de recherche, il y a un centre africain qui propose la formation et l'entraînement des divers cadres sécuritaires ou de policiers dans de divers pays africains, même, je peux dire, la plupart des pays africains. Ça, c'est pour leur former, pour mieux confronter les problèmes sécuritaires qui seront en face de ces pays, comme les problèmes des ports, de l'aéroport, etc., les problèmes du malfaitants, des problèmes de banditisme, les problèmes aussi de falsification de passeports ou de documents ou de monnaie, etc. Il y a beaucoup de sujets, tant de sujets. Donc ce centre-là se trouve au sein de l'Académie de police égyptienne, ce qui prouve qu'au niveau de la police égyptienne, l'Égypte a pris le premier départ dans ce domaine. Mais si on parle au niveau de la conférence africaine, dont notre président a participé, ça veut dire aussi que le président de la République, il lance un message au niveau de nos frères africains que pour avoir une sorte de progression dans la vie africaine ou améliorer la vie de tout le continent africain, nous aussi y compris, il faut avoir une sorte d'union, il faut avoir aussi une sorte de sécurité entre eux-mêmes. Si on se sépare, nous comme les Africains, donc on va trouver que le monde entier va courir derrière nous et va attraper chacun. Parce que vous voyez, même le Cour international criminel, il a condamné plusieurs personnes, la plupart sont des Africains. Donc vous voyez même, quand il n'y a pas une sorte d'union entre les Africains, ça cause des mal concernant la présence sécuritaire aux pays africains qui peut arrêter, au lieu d'accélérer, nous voulons bien sûr accélérer, améliorer la vie, il peut arrêter le progrès africain. On va revenir en fait plus tard, surtout à ce point concernant la CPI, puisqu'il y avait une proposition de la part de l'Union africaine hier. Mais avant de passer à ce point, quand on parle de l'Union africaine, c'est vrai qu'une coopération entre les pays africains est très importante dans tous les domaines, mais comme Monsieur le Général vient de dire tout à l'heure, maintenant, on souffre également dans plusieurs pays, disons la plupart des pays de l'Afrique, souffrent de terrorisme, de différents groupes de terrorisme qui menacent la sécurité de tous ces pays. Alors, comment faire pour combattre le terrorisme dans ce continent? Est-ce que vous voyez qu'il y a une issue peut-être par la coopération? Sûrement la coopération est la réponse. Mais il y a des problèmes, de très graves problèmes, parce que chaque pays a des problèmes qui lui sont propres. Prenez Boko Haram, qui sont maintenant au Nigeria, ont commencé au Nigeria, mais qui se sont répandus au nord Cameroun, au Niger, au Mali, et qui viennent souvent des armes qui arrivent de Libye. Mais tout ça a été provoqué par l'invasion de la Libye il y a 4 ans. Vous savez, sans ça, il n'y aurait pas eu de terrorisme. Donc les Européens, les pays qui ont
agressé la Libye sont entièrement responsables de cette dégénérescence de la sécurité partout. Parce qu'avec toutes les armes qui étaient déjà en Libye et celles qui ont été envoyées, une bonne partie maintenant se retrouve au nord du Nigeria, dans toute la région du Sahel, et ceux de Shabab en Somalie également, qui reçoivent financement et armement qui vient à travers le Golfe et l'Arabie Saoudite. Donc vous voyez, il faut essayer d'arrêter. Premièrement, bien sûr qu'il faut une coopération entre les polices différentes, mais ça ne va pas résoudre le problème. Vous avez une armée au Nigeria qui est tout à fait inefficace, totalement inefficace, parce qu'il y a une corruption terrible au Nigeria, qui est le pays potentiellement le plus riche de l'Afrique à cause du pétrole qu'il a, mais qui est incapable de gérer ses problèmes sécuritaires. Parce qu'il y a de graves scissions entre le nord, le sud, l'est du pays. Il y a des ethnies différentes qui gouvernent. Et le nord est majoritairement musulman, la côte et l'est sont majoritairement soit chrétiens, soit animistes. Et vous avez cette scission dans le gouvernement où il n'y a pas une union, même à l'intérieur du Nigeria, pour résoudre ce problème. Vous avez d'autres pays comme le Tchad, comme qui a déjà envoyé des troupes pour aider le Niger et le Nigeria, mais qui est un petit pays, qui a une petite armée, qui est efficace, mais elle ne peut pas, sans l'aide française principalement, résoudre ces problèmes. Mais il faut arrêter le flot d'armes qui arrive de Libye, et l'argent qui arrive à travers ces circuits frauduleux qui viennent, Dieu seul sait d'où, mais principalement du Qatar et de l'Arabie Saoudite. Donc il faut arrêter le financement de ces groupes terroristes, et ça, c'est pas de la coopération africaine qui pourra le faire, et c'est au niveau international. D'accord. Oui. L'Égypte, elle, peut difficilement aider ces pays en ce moment, parce qu'elle est elle-même empêtrée par ses propres problèmes dans le Sinaï, où vous avez ces mêmes groupes, enfin, même mouvances idéologiques, si vous voulez, qui sont tous des wahhabites, et qui a financé le wahhabisme. D'où vient le wahhabisme? Il faut aussi qu'on traite la source. Parce que c'est une source financière, mais une source idéologique. Sans l'idéologie wahhabite salafiste, vous n'auriez pas tous ces groupes qu'on appelle djihadistes, mais qui utilisent la religion uniquement à des fins de pouvoir et de destruction des pouvoirs en place. Oui. Alors, je trouve ça difficile d'instaurer une coopération, alors que chaque pays a des problèmes très, très graves qui lui sont propres. L'Égypte, par exemple, a ces problèmes à elle. Elle peut difficilement participer à éradiquer les Boko Haram, si vous voulez, ou les Shabab en Somalie. Oui. Mais il faudrait que la source elle-même cesse de les aider. La source idéologique et financière, qui est la même. Oui. Monsieur le général, vous venez de parler en fait de la CPI, la Cour pénale internationale. En fait, ça tombe bien puisque hier, au cours de les pays de l'Union africaine, ils ont parlé d'une proposition en faveur du retrait des pays africains de la CPI, puisqu'ils jugent que, en fait, que si on peut le dire tout simplement, c'est toujours l'Afrique et les Africains, les responsables africains, qui sont punis par cette Cour ou qui sont suivis par cette Cour, plus que la plupart des autres pays. Est-ce que vous êtes d'accord et comment faire pour faire face à ce problème? Bon, c'est ce que je viens de citer il y a quelques instants, que la Cour internationale il accuse seulement les Africains. Bien sûr, peut-être il y a d'autres nationalités, mais en principal. Mais ce que je veux vous dire, franchement, jusqu'à maintenant, il n'y a aucune décision commune au niveau des chefs ou des leaders africains, tous ensemble. C'est-à-dire, ils ont laissé chacun prendre sa décision lui-même. Alors, c'est quelque chose un peu difficile, parce que si chacun va prendre sa décision, donc il doit calculer bien sa position au niveau mondial avec les pays où il est en contact. Il ne peut pas prendre une décision comme ça, tout simplement, et à la fin, on va revoir qu'il a pris une décision qui sera contre son peuple. Donc ça, c'est le problème. Aussi, si on parle des pays africains, nous parlons plus que 35 États africains. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a des problèmes avec la Cour pénale. C'est-à-dire s'il y a 4 ou 5 ou 6 même États africains qui ont des problèmes face à face la Cour internationale, mais d'autres, ils n'ont pas de problème, ils n'ont pas besoin de provoquer des problèmes eux-mêmes, c'est-à-dire de présenter leur refus de ce genre de tribunal, puisqu'ils sont membres de la société internationale, puisqu'ils sont membres aussi de la communauté internationale, et ils sont tous membres des Nations Unies. Donc, ils ne veulent pas causer de problèmes. Alors, je trouve qu'une décision pareille sera complètement difficile. Pour prendre une décision commune, ça sera difficile. Mais si chacun tout seul va prendre sa décision,
On ne peut pas imaginer combien de pays, je vois qu'il y a pas mal nombre de pays africains qui ne vont pas prendre cette décision. Oui. Alors, pour terminer en fait ce dossier, on ne peut pas parler de l'Afrique sans parler de la coopération, l'importance de la coopération dans tous les domaines entre l'Égypte et l'Afrique. On en a parlé depuis toujours. Jusqu'à présent, on n'a pas vu vraiment c'est-à-dire cette coopération à la hauteur souhaitée par tout le monde. Mais on commence en fait, il faut dire que depuis quelques années, on commence sur la bonne voie et on commence à vraiment se diriger vers l'Afrique. Comment vous trouvez cette coopération et son importance? Vous savez, sous l'époque du président Moubarak, elle a été complètement oubliée. Suite à l'attentat raté à Addis Abeba, quand on a failli l'assassiner à ce moment-là, il s'est totalement désintéressé de l'Afrique, ce qui a été une erreur et une faute. Parce que l'Égypte est un pays africain. Bien sûr. Notre source de vie vient du Nil, et le Nil vient du centre de l'Afrique. Donc ça a été une très grave erreur et une faute politique d'avoir oublié l'Afrique, de l'avoir complètement écarté de sa politique. Nous devons rattraper, mais rattraper quoi? Quand notre pays a des graves problèmes économiques elle-même, ça va être difficile que nous puissions aider ces pays. Je ne vois pas dans le système de l'éducation, mais le système de l'éducation chez nous, il s'est effondré. Autrefois, on pouvait envoyer des professeurs qui étaient valables. Aujourd'hui, le niveau des professeurs que nous avons même chez nous est déplorable, en école primaire et l'école secondaire. C'est déplorable, donc on ne peut même pas les aider sur le plan de l'éducation. Alors qu'avant, c'était l'Égypte exportait ses professeurs. Je trouve difficile de voir où nous pourrions les aider. Oui, mais avoir une coopération, même pas les aider. Il faut avoir des liens étroits, surtout avec l'Éthiopie, qui est le pays le plus important pour nous. Avoir des liens étroits et amicaux. C'est la seule. Et le Soudan, bien entendu. Mais le Soudan, malheureusement, est entre les mains des frères musulmans. Donc ce ne sont pas exactement nos amis. Mais avec l'Éthiopie, nous avons été également dans l'erreur de ne pas avoir essayé de renforcer les liens depuis des années. Sous le président Nasser, nous avions des liens très proches avec l'Éthiopie. À l'époque de Mohamed Ali, quand nous avons commencé, il a considéré que l'Afrique était plus importante que tout, que les sources du Nil, c'est ce qui avait le plus important pour l'Égypte. Et c'est toujours le cas. De plus en plus, nous avons près de 100 millions d'habitants, et si l'eau est coupée, que va devenir notre population? Si l'eau que nous recevons est insuffisante. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dissipation de l'eau, de gaspillage, etc. Il faudrait aussi qu'on résoudre le problème du gaspillage de l'eau. Il y a plusieurs manières de changer les formes d'irrigation, mais aussi réparer tout le système des tuyaux qui nous apportent l'eau dans les maisons. À peu près 50% de l'eau est perdue avant qu'elle n'arrive au robinet, perdue par des défaillances dans les tuyaux qui sont en très mauvais état. Donc nous avons de notre côté à faire un effort grave, sérieux, je veux dire, pour réparer le système d'adduction d'eau. Mais il faut qu'on ait aussi de très bonnes relations avec l'Éthiopie. 85% de l'eau que nous avons dans le Nil ici vient du Nil bleu, qui vient uniquement d'Éthiopie, pas du Soudan. Il y a à peu près 15% de l'eau qui vient du Nil blanc, qui vient du Soudan. Donc voilà, je ne peux pas vous dire plus que sur le plan économique, nous devons renforcer les liens si c'est possible, mais je ne vois pas en quoi nous pouvons les aider quand nous sommes nous-mêmes avons de graves problèmes économiques. Oui, exactement. Alors, en fait, c'est vrai que l'Afrique est un sujet important qui nécessite beaucoup de temps, qui nécessite beaucoup d'explications. Mais apparemment, on doit passer à notre deuxième sujet, qui est la Syrie. Aujourd'hui, en fait, 2 ans après une première tentative infructueuse, les deux parties protagonistes en Syrie se retrouvent à partir d'aujourd'hui. En fait, ils ne se retrouvent pas exactement puisqu'il s'agit de négociations en direct. Chaque groupe se trouve dans une salle. Il y a toujours des intermédiaires qui essayent de trouver un point commun dans les discussions entre les deux parties. En fait, on peut parler pour parler incertain jusqu'à présent, puisque même avant le début de ces négociations en direct, il y avait déjà des conditions posées par les deux parties, il y avait déjà des problèmes. Alors, tout de suite, nous allons voir plus de détails concernant le début de ces négociations, et puis on revient pour plus d'explications. Les pourparlers sur la Syrie à Genève s'annoncent difficiles. La délégation de l'opposition campagne
sur ses positions, même si elle est pressée par l'ONU d'entrer dans des discussions indirectes avec le gouvernement pour mettre fin au conflit qui déchire la Syrie depuis 2011. À peine arrivée samedi soir, la délégation du principal groupe de l'opposition, qui avait hésité pendant 4 jours de réunion à Riyad avant d'accepter de venir en Suisse sous la pression internationale, notamment des États-Unis, a prévenu qu'elle quitterait les discussions si ces conditions n'étaient pas prises en compte. Riyad Mahsan Ara, un porte-parole du Haut Comité des négociations, a également mentionné comme condition la libération de détenus dont l'opposition a commencé à dresser une liste. Le groupe d'opposition, qui a boycotté l'ouverture de pourparlers de paix, a dépêché 3 émissaires en Suisse, mais sans mandat de négociateur. Plusieurs responsables de l'opposition ont expliqué que la décision de participer aux pourparlers de Genève avait été prise après avoir obtenu des garanties sur l'application des mesures humanitaires prévues par la résolution 2254. La délégation du gouvernement syrien arrivée dès vendredi à Genève est menée par l'ambassadeur syrien à l'ONU, Bachar el-Jafari. Pour leur part, les grandes puissances directement touchées par les répercussions du conflit syrien, menaces terroristes et crise des réfugiés, espèrent que les Syriens parviendront à s'entendre. Alors, en fait, Monsieur le Général, quand on parle de la Syrie, c'est vrai qu'il s'agit d'un problème qui menace la sécurité, pas seulement des pays autour de la Syrie, mais de tous les pays maintenant de la région et du monde entier, puisqu'on parle maintenant de réfugiés qui passent partout, on a des problèmes de terrorisme. Alors, comment vous trouvez, si on veut parler surtout de points sécuritaires concernant la crise syrienne? Oui, bien sûr, pour parler de la crise syrienne du point de vue sécuritaire, je veux faire aussi une alliance à ce que nous venons de parler concernant la situation au niveau africain. Puisque l'Égypte, c'est un pays qui se compose d'un grand territoire sur le niveau africain, mais aussi nous avons une partie au niveau de l'Asie. Nous sommes aussi un des membres les fondamentaux du monde arabe. Donc le problème, c'est que l'Égypte touche les deux problèmes en même temps. Et là, c'est l'intérêt de l'Égypte de faire une sorte de réconciliation au niveau des problèmes africains et des problèmes aussi syriens. Au niveau syrien, nous avons des relations très étroites avec les Syriens il y a longtemps. N'oubliez pas qu'un de ces jours, nous étions au même État, nous les deux. Donc, les Syriens, entre eux-mêmes, ils n'ont pas pris la décision finale de prendre fin de cette crise-là. Parce que chaque parti au niveau du territoire syrien, il y a une alliance avec un des pouvoirs internationaux, ou peut-être un des intégristes, ou peut-être un des terroristes, etc. Donc, les gens qui se présentent maintenant sur la scène au niveau de Genève, ils ne sont pas tous dans le même chemin ou le même but. Ils n'ont pas le même but peut-être. Peut-être qu'il y a des gens qui viennent ici pour changer quelque chose de total et d'autres changer partiellement et d'autres qui n'ont aucun but clair pour nous. Donc ça c'est le problème syrien, qu'il faut faire arriver à un point commun. Je cherche un seul point commun, pas tous les points communs. Et là, on commence le départ. Si vous vous rappelez, les gens qui se trouvent à Genève ne sont pas dans le même hôtel. D'habitude, quand on entend qu'il y a des négociations entre des partenaires, on sait bien que la négociation, ils sont tous dans la même salle ou peut-être dans le même endroit, ou dans le même hôtel. Maintenant, ils ne sont pas. Et je ne trouve pas ça très grave maintenant, puisque nous sommes au début, puisqu'il n'y a pas de points communs. Donc, c'est pas mal. On les laisse chacun à l'aise. Mais, à la fin, quels sont les buts qu'ils veulent arriver? Nous, lorsqu'on a appris l'histoire des négociations, c'est-à-dire il y avait une leçon que nous avons appris à l'académie concernant la négociation. Pour nous, c'était la négociation avec les terroristes, les hijacking, etc. Mais comment faire négocier avec un autre? C'est-à-dire, je te laisse des points positifs ou négatifs et tu me laisses des points, et ça, c'est le seul moyen pour qu'on arrive à des points communs. Oui. Maintenant, chacun d'entre eux, il insiste à ces points. Et parce que, la raison qu'ils font ça, chacun il croit qu'il a une puissance derrière lui, une puissance internationale. Bien sûr, c'est très clair, l'Orient et l'Occident, si on dit les Russes et les Européens et les Américains, ce sont les deux pouvoirs internationaux. Et aussi, si on retourne en arrière, si sur votre même écran, sur votre même chaîne, on a parlé que le problème syrien va augmenter et on a donné des avertissements au pouvoir international de ne pas augmenter la situation. Or, ils ont augmenté la situation, ils ont augmenté d'une façon sévère, ils ont augmenté aussi d'une façon contre le peuple syrien, contre l'avenir de la Syrie. Chacun a son but.
et à la fin, les forces internationales, leur but était de détruire un État syrien, ou bien partager, ou bien diviser. Vous voyez même, il y a des gens qui ont proposé des partis politiques qui sont d'origine kurde qui voulaient participer, et d'autres disent non, on ne veut pas les Kurdes qui participent. Donc tous ces problèmes avec un jeu turc qui n'est pas complètement clair pour tout le monde, mais pour nous, comme des analystes, on le voit. Donc, vous voyez, chacun il joue comme il veut sur un territoire syrien qui est partagé entre les divers partis. La question qui se déroule maintenant, pour la deuxième ou la troisième fois, est-ce que vous voulez le bien pour le territoire syrien, pour le peuple syrien, pour votre vie, oui ou non? Ça, c'est la même question. C'est-à-dire, si moi, je suis en problème avec n'importe qui, et je veux le bien, je peux s'arrêter sur un point et laisser les autres s'améliorer avec les points, et c'est-à-dire, je recule un peu, ou bien non. N'oubliez pas qu'il y a 5 millions des Syriens qui sont hors de la Syrie, soit qui sont morts sur la mer Méditerranée, soit qui sont réfugiés, soit qui sont, comme vous voulez, dans n'importe quel pays du monde. Et ces gens-là seront des bombes dans l'avenir contre les autres pays. Alors, ils ont besoin de rentrer de nouveau, et l'affaire des réfugiés ou des immigrés au niveau de l'Europe a eu une sorte de protestation ou de lutte des populations, surtout au niveau de Germanie, de l'Allemagne. Oui. C'est-à-dire l'Allemagne, le peuple a refusé, bien, Madame Merkel a accepté les réfugiés, mais le peuple refuse. Maintenant, au niveau de Londres aussi, on a entendu ça. Donc, c'est devenu un problème que les Européens, au début, ils ont dit nous acceptons, et maintenant, ils disent on n'a pas besoin de recevoir tout ce monde-là. Même les Américains ont dit on refuse. Donc, vous voyez, cette situation-là, ça veut dire qu'il y a 5 millions de peuples, des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes, etc., qui sont hors de leur territoire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment ils vont continuer leur phénomène de vie? Alors, en fait, quand on parle de négociation entre l'opposition et le régime, est-ce que cela veut dire que peut-être la solution, si jamais ils arrivent à trouver une solution, puisqu'ils ont 6 mois pour trouver une solution, peut exclure le départ de Bachar el-Assad, puisqu'il négocie avec le régime maintenant? Ce qui n'était pas possible. Écoutez, vous savez, c'est la 3e fois qu'on négocie. Et cette fois, les 2 autres fois, s'il y a eu un échec aux négociations précédentes, les 2 autres fois, Genève 1 et Genève 2, c'est parce que les Américains, les Européens insistaient sur le départ de Bachar el-Assad. Ouais. Or, pourquoi est-ce qu'ils négocient maintenant? C'est parce que la Russie est rentrée dans le jeu. Ouais. C'est grâce à la Russie que les Américains sont forcés maintenant de mettre de l'eau dans leur vin, si on peut le dire, de ne plus exiger le départ de Bachar el-Assad, parce que maintenant l'armée syrienne, avec l'aide de la Russie, est en train de récupérer des territoires qui étaient entre les mains des islamistes, principalement des islamistes, pas de l'armée syrienne libre, qui est une armée fantôme qui n'existe pas. Presque tous les groupes qui se battent contre le régime syrien sont des groupes wahhabites, salafistes, presque tous. Vous avez une diaspora à l'étranger, enfin de groupes politiques syriens qui sont eux laïcs et qui ont refusé de participer à la conférence de... Alors ce que vous voulez dire vraiment, c'est que l'opposition ou les jeunes qui voulaient faire une révolution en 2011 n'existent plus en Syrie. Non, c'est les régimes des extrémistes. Oui, bien sûr. Depuis le début, c'était presque uniquement des extrémistes qui ont été financés par le Qatar à cette époque-là et par la Turquie. L'Arabie saoudite est revenue ensuite pour reprendre le rôle joué par le Qatar, qui joue toujours un jeu, mais c'est maintenant principalement l'Arabie saoudite, la Turquie, avec l'Amérique derrière. Or, maintenant, l'Amérique ne sait plus quoi faire avec l'intervention de la Russie, qui a complètement changé la donne dans la situation. La situation maintenant n'est plus que Bachar va partir, Bachar est en train de gagner la guerre. Donc, ils ne peuvent plus exiger son départ. Ce qu'ils essayent de faire, c'est d'avoir cette conférence qui, à mon avis, ne va jamais ne va pas aboutir, d'autant plus qu'ils ont envoyé comme chef de la délégation des rebelles, enfin de l'opposition, si vous voulez, un dénommé Mohamed Allouche, qui n'est que le frère de Zahran Allouche, qui a été tué il y a un mois à peu près, ou 3 semaines, qui était le chef de Jaish al-Islam. Donc ils ont envoyé un djihadiste qui est totalement à la solde de l'Arabie saoudite. Vous avez en Syrie une guerre par procuration. Comme vous l'avez dit, ce sont les 2 pays, enfin les 2 puissances internationales qui, elles, s'y pendent chacun sa partie.
vous avez les Américains avec l'Europe de l'Ouest, qui ont tout fait pour détruire la Syrie, la diviser en plusieurs morceaux et d'exiger le départ de Bachar el-Assad. Alors même la France, même Fabius, qui lui était le plus va-t-en-guerre, la France qui était la plus va-t-en-guerre en Syrie, n'exige plus le départ de Bachar. Parce que la Russie est rentrée dans le jeu et que l'armée syrienne est en train de gagner petit à petit, est en train de récupérer les territoires perdus. Or, ce que l'Amérique et la Turquie et l'Arabie avaient intention, l'Arabie voulait tout changer. L'Amérique était prête à créer un petit émirat salafiste, ils l'ont dit dans leurs documents secrets, un émirat salafiste qui englobe la partie nord-est de la Syrie avec toute la région sunnite de l'Irak. El-Anbar, principalement, et Salah ad-Din, les deux provinces. Alors là aussi, les Daesh est en train d'être repoussés par l'armée irakienne. Donc cet émirat salafiste que l'Arabie allait financer entièrement, l'Arabie, le Qatar et la Turquie, pour permettre au gaz, voilà, c'est la vraie raison de ce conflit, le gaz qui vient du Qatar, de parvenir à Ceyhan en Turquie, ce gaz, à travers une région qui serait un protectorat américain avec des bases américaines, qui engloberait donc la partie ouest de l'Irak, la partie sunnite, qu'on appelle sunnite, Anbar et Salah ad-Din, la partie nord-est de la Syrie, qui deviendrait un émirat salafiste, c'était Daesh, c'est ce que Daesh voulait, et ce que l'Amérique voulait, et que le gaz arriverait en Turquie, et que l'Europe, qui reçoit plus de 30% de son gaz de la Russie, ce gaz serait remplacé par un gaz américano-saoudien qatari. Tout ça, c'est un jeu de la géopolitique internationale. Voilà pourquoi les Américains et les Européens insistaient tellement à la destruction de la Syrie, ou du moins à son effondrement et sa partition. Pour que, sur le plan économique, ce serait le dollar américain avec le gaz qatari qui alimenterait l'Europe, et pas celui de la Russie. Parce que la Russie, elle, ne veut plus utiliser le dollar comme monnaie d'échange. Et c'est une des raisons pour laquelle Kadhafi a été... La raison principale pourquoi Kadhafi a été renversé. La Libye a été attaquée parce qu'il était sur le point de créer une monnaie africaine défendue par de l'or et le pétrole libyen. Et le dollar n'aurait plus mise ni le franc CFA, le franc français, en Afrique. Ça, c'est la raison principale pour laquelle la Libye a été agressée et détruite. La Syrie, pareil. Mais le problème maintenant de ces négociations, ils sont dans deux hôtels très loin l'un de l'autre. L'hôtel où se trouve la direction officielle syrienne du gouvernement syrien est à l'aéroport. Donc elle est prête à partir en 2 minutes. L'autre est en ville quelque part. Genève est une toute petite ville de 200 000 habitants. Donc vous voyez, et puis envoyer le général Allouche comme négociateur principal du côté rebelle, c'est pas vouloir arriver à un résultat, parce que lui est remplacé son frère qui a été tué dans Jaish al-Islam. Jaish al-Islam est un groupe wahhabite entièrement financé par l'Arabie saoudite. Entièrement. Et Qatar aussi. Et Qatar, oui. Le Qatar est devenu le deuxième cousin, si vous voulez. Alors que c'est le Qatar avant qui était le principal pourvoyeur du financement des groupes terroristes en Syrie. Maintenant, c'est l'Arabie saoudite, avec l'aide turque, l'aide matérielle turque surtout, parce que tout l'armement que l'Amérique envoyait, la CIA envoyait, passait soit par la Jordanie, soit par la Turquie. Et il y a une opération secrète américaine depuis 2012 qui s'appelle l'opération Timber Sycamore. C'était une opération secrète de la CIA de fournir des armes militaires aux rebelles syriens, principalement les djihadistes, donc c'était la Qaïda, Jabhat al-Nusra, et par la suite, quand il y a eu la scission entre Jabhat al-Nusra et ce qu'on appelle Daesh, il y a eu une scission entre les deux. Donc ce sont ces deux principaux groupes qui recevaient l'armement américain à travers la Turquie. Et c'était financé par l'Arabie saoudite et le Qatar. Donc pour qu'il y ait des négociations sérieuses, il faudrait que ceux qui tirent les ficelles à l'extérieur cessent de le faire. D'accord. C'est ça. Oui. Et si vous me permettez, oui, bien sûr, je ne veux pas qu'on laisse cette science-là, là où nous sommes maintenant, avant de tirer l'attention à un critère qui est très intéressant, que je trouve que c'est un critère qui touche bien cette situation au niveau du monde arabe et au niveau aussi du Moyen-Orient. La présence de l'Iran. On a parlé tant de tous les pays qui sont les joueurs principaux, mais l'Iran aussi, qui aide bien Bachar el-Assad, qui aide bien la Syrie,
donc, et aussi qui se présentent sur le niveau de Hezbollah au Liban. Donc les Iraniens, après ce sort de négociations que nous avons vues il y a quelques semaines avec les Américains, où on se pose des questions que moi personnellement, peut-être je n'ai pas la réponse. Qu'est-ce qui arrive? Les Américains se sont changés complètement d'une façon positive au niveau iranien. Ils vont laisser les Iraniens pour aider Bachar al-Assad et pour faire leur jeu au niveau du Golfe arabe et au niveau du monde arabe. Donc il y a des menaces iraniennes. Et là, on doit prendre en considération. Si vous trouvez les gens qui sont là-bas à Genève pour se négocier, on n'a pas parlé des Iraniens, mais je ne doute pas qu'ils sont là-bas, peut-être non officiellement. Donc la présence de la volonté iranienne, surtout que les Iraniens ont une grande puissance à l'intérieur du régime irakien, et aussi leur présence à l'aide de Bachar al-Assad, et en présence au niveau du Liban, ça cause des points d'interrogation par un seul point. Alors en fait, on va passer tout à l'heure à un autre pays qui est aussi dévasté par les extrémistes de Daesh, c'est la Libye. En fait, hier, l'administration du président Obama a parlé, a affirmé d'une façon indirecte qu'elle envisage l'ouverture d'un nouveau front contre Daesh en Libye. En fait, le secrétaire à la Défense, Ashton Carter, a précisé que les États-Unis surveillent très attentivement, selon ses termes, la situation en Libye où le groupe Daesh essaye de s'implanter. Et il a ajouté que son pays développe des options pour ce qu'il est possible de faire dans le futur. Plusieurs analystes commencent à parler de possibles frappes militaires américaines et internationales également, surtout italiennes, contre Daesh en Libye. Alors tout de suite, nous allons voir plus d'explications en ce qui concerne cette situation en Libye et on essaye d'analyser davantage la situation avec nos invités plus tard. Le président américain Barack Obama a affirmé jeudi que les États-Unis étaient prêts à traquer les djihadistes de Daesh au-delà de la Syrie et l'Irak jusqu'en Libye si nécessaire. Washington dit suivre la situation très attentivement dans ce pays. Daesh a tiré profit du chaos ambiant en Libye pour prendre le contrôle de la ville de Sirte. Inquiet de l'évolution de la situation, le président Obama a convoqué jeudi 28 janvier un conseil de sécurité nationale à la Maison-Blanche consacré notamment à la Libye et les signaux se multiplient sur la volonté américaine de mettre un terme à l'expansion de Daesh dans ce pays. Le Pentagone prépare des options pour une intervention militaire allant de frappes aériennes jusqu'à une participation à une force soutenue par l'ONU. Les États-Unis et leurs alliés ont pour l'instant les yeux rivés sur les négociations en Libye sur la formation d'un gouvernement d'union nationale. Fayez Sarraj, le Premier ministre désigné à la suite d'un accord conclu sous l'égide de l'ONU, s'est engagé à proposer une nouvelle équipe gouvernementale d'ici à la fin de la semaine prochaine. Les responsables américains lorgnent en particulier du côté de l'Italie, l'ancienne puissance coloniale qui semble être prête sans condition à prendre la tête d'une opération internationale. Obama recevra à la Maison-Blanche le président italien le 8 février et le secrétaire d'État John Kerry rencontrera à Rome ses homologues européens le 2 février. Alors en fait, Dr Saïd, en lisant hier cette nouvelle concernant de possibles frappes militaires américaines, surtout contre Daesh en Libye, on se demande alors, ils n'ont pas réussi en Syrie, maintenant ils commencent à frapper en Libye, mais qu'est-ce qu'ils veulent vraiment ce pays? Vous savez, je doute fort que les Américains sachent très bien ce qu'ils veulent. Ils veulent détruire tous les pays arabes, si vous voulez, les uns après les autres, pour qu'Israël soit le seul hégémon dans la région. Voilà la vraie raison. Et ils ont commencé par l'Irak, ils ont continué en Syrie, il y a eu la Somalie avant, mais la Somalie n'intéressait pas tellement les Israéliens, mais on est en train on a détruit, on a essayé avec l'Égypte aussi, et ils ont échoué en Égypte, mais c'était de détruire tous les États nationaux, laïques, non religieux, parce qu'il y a une alliance entre eux et le mouvement international des frères musulmans, à travers l'Arabie saoudite et le Qatar, qui eux financent tout ceci, de détruire petit à petit, les uns après les autres, les pays arabes nationaux. Vous voyez ce que je veux dire? Un pays comme l'Égypte, qui est un pays national, qui est depuis toujours un pays national, ils ont essayé avec, en fomentant, vous vous rappelez, je n'ai pas besoin de répéter ce qui s'est passé avec les frères musulmans qui étaient appuyés à fond par les Américains. Ça a échoué parce que la population égyptienne s'est soulevée le 30 juin. Donc, en Égypte, ils n'ont pas réussi à détruire le pays. Ils ont réussi en Irak totalement. Le pays n'existe plus en tant que... Il y a trois entités.
En Syrie, le pays n'existe presque plus, il est détruit complètement. La Libye, n'en parlons pas. Alors ce qui s'est passé en Libye, comme je vous l'ai dit, la principale raison, c'était mainmise sur le pétrole, empêcher l'Afrique de devenir économiquement indépendante, parce que Kadhafi, avec tous ses défauts, et c'était un homme qui n'était pas normal, si vous voulez, je pense psychologique, avec tous ses défauts, aider l'Afrique, aider les pays africains. C'était le seul pays qui les aidait vraiment, financièrement, si vous voulez, et qui était prêt à créer une banque africaine basée chez lui à Tripoli, mais avec de l'or et les pétrodollars de son pétrole, qui allait être la force économique de l'Afrique. Or, il devait être détruit pour ces raisons-là. Ils l'ont détruit et maintenant la Libye n'existe plus, ce n'est plus une entité existante. Vous avez des tribus qui se s'entretuent, vous avez surtout des milices islamistes que les Américains ont fait venir pour abattre le régime de Kadhafi. Ils ont fait venir à travers la Turquie, avec des bateaux turcs, des combattants qui venaient d'Afghanistan, d'Irak, de Syrie, qui sont partis en Libye se battre. C'est aujourd'hui Daesh. Et ils ont à peu près 300 km² tout le long de la côte, entre Sirte et à Jabia, et pas loin de la ville de Misrata. C'est une zone pétrolifère qui est entre les mains maintenant de Daesh, qui ont été financés et amenés et armés par les Américains. Si vous vous rappelez l'ambassadeur qui a été tué, l'ambassadeur américain Stevens, qui a été assassiné à Benghazi, alors qu'il n'avait rien, il ne devait pas être à Benghazi. Benghazi, c'est pas la capitale. Il y avait un consulat avec 35 fonctionnaires de la CIA tous, en 2012. La raison étant qu'ils voulaient récupérer les armes qu'ils avaient données à tous les djihadistes là-bas pour les renvoyer en Syrie. Or, les djihadistes sur place ont refusé de leur donner les armes. Et une grosse bagarre, ils l'ont tué. L'Amérique est le fauteur de troupes principal dans cette région. C'est eux qui ont armé ces gens, c'est eux qui les ont emmenés. Et maintenant, ils veulent les éradiquer, comme ils font en Irak. En Irak, c'est grâce à l'invasion américaine que Daesh a été créé. Or, et ils les ont utilisés à travers l'Arabie Saoudite pour détruire les régimes. Or, une fois, c'est comme tout ça a commencé en Afghanistan dans les années 80. Quand Brzezinski, qui était le National Security Advisor du président de l'époque, qui était Carter, a décidé d'abattre l'Union soviétique en utilisant les extrémistes musulmans, qui étaient principalement les frères musulmans. Et ils ont été les recrutés en Algérie, en Égypte, en Arabie, au Yémen, pour aller se battre en Afghanistan, une guerre par procuration, qu'ils ont gagné finalement, avec l'aide américaine et le financement saoudien et l'entraînement pakistanais, les services secrets pakistanais. Ce que nous avons maintenant, après, ils les ont abandonnés. Une fois qu'ils les ont utilisé ces gens-là et puis abandonnés. Ils sont revenus chez nous semer les troubles. En Algérie, vous avez eu une guerre civile pendant plusieurs années, 200 000 morts. En Égypte, nous avons eu, dans l'Égypte moyenne, c'est dans la région d'Assiout et de Ménia, pendant 3-4 ans, dans les années 90, 93, 94, nous avons eu à peu près 4 000 morts de ces gens qui revenaient d'Afghanistan. Oui. Alors, vous voyez, les Américains utilisent ces gens quand ils en ont besoin, et puis après, ils les lâchent dans la nature pour semer le désordre et la mort. Or, c'est ce qui s'est passé en Irak. Maintenant, ils se battent soi-disant contre Daesh, mais ils n'ont jamais bombardé Daesh convenablement. Ils veulent pas, ils veulent utiliser Daesh pour abattre le régime syrien, principalement. Donc, et maintenant, ils passent en Libye. Voilà, et maintenant, en Libye, c'est parce que la Libye, ils risquent de venir en Europe. Oui. Alors, Monsieur le Général, quand on parle de possible frappe militaire en Libye, on parle cette fois-ci de la frontière directe de l'Égypte. Alors, quelles seraient les répercussions sur la sécurité de l'Égypte avec de telles frappes? Bon, permettez-moi d'abord, avant d'expliquer ça, je suis d'accord avec M. Saïd, je vais ajouter un petit point. Vous savez le jeu quand vous jouez le billard. Quand vous frappez un ballon, ça disperse tous les autres ballons. Est-ce que les Américains veulent frapper Daesh pour qu'ils se répandent et se dispersent dans le monde arabe de nouveau? Parce que ce n'est pas le seul moyen pour détruire Daesh de leur frapper. Je ne dis pas que je suis contre Daesh, bien sûr. Hein, mais je vois qu'il y a un moyen plus meilleur que ça. C'est d'arrêter de financer ces troupes-là, d'arrêter de leur donner des armes, d'arrêter les moyens de leur donner des armes, des fusils, des canons, des bombes, tout ça, et c'est-à-dire limiter les forces qu'ils peuvent utiliser de l'extérieur afin qu'ils se présentent sur place, qui sont une grande force ou un État islamique. Mais
pour leur frapper, ils vont courir et se disperser, comme le jeu de billard, comme je viens de vous expliquer. Et là, il veut qu'ils deviennent de nouveau une force terroriste, peut-être contre nous, ou sur le niveau syrien de nouveau, irakien, libyen, c'est-à-dire, c'est une décision, stratégiquement, de mon point de vue, peut-être j'ai tort, mais de mon point de vue, c'est pas bon. Ça représente un danger pour l'Égypte, selon vous? Oui, bien sûr, parce que moi, je vous donne pour la 3e fois le même exemple. Quand vous tirez sur le ballon, ça disperse tous les autres. Ils veulent les disperser pour qu'ils viennent là-dessus, ou peut-être ils vont pénétrer d'une façon ou d'une autre. Donc ce que je veux vous dire, franchement, que nous, du point de vue sécuritaire, je vois que l'État, il connaît bien ces jeux, puisque moi, personnellement, j'ai bien expliqué la situation, M. Saïd a expliqué, et les experts de l'État, ils connaissent bien qu'est-ce qu'ils vont faire. On connaît bien comment protéger notre pays. Vous voulez dire oui, moi, je ne suis pas responsable au niveau du ministère de l'Intérieur, je suis analyste seulement sécuritaire, donc je vous dis franchement que l'Égypte, au niveau des services secrets, au niveau de la sécurité nationale, au niveau du ministère de l'Intérieur, etc., nous avons beaucoup de moyens pour avoir des informations concernant les troupes qui se dispersent dans le monde arabe, beaucoup se déplacent, qui veulent pénétrer dans notre pays. Il y a des ports, il y a des moyens, il y a aussi des services militaires qui font défendre les frontières de l'Égypte, tout autour de l'Égypte, qui sont membres de l'armée nationale égyptienne. Donc, nous savons bien qu'est-ce qu'on fait bien pour protéger notre pays, puisque nous avons pris la décision dès le 30 juin de protéger un pays unique. Donc, on ne va pas perdre ça, on ne va pas perdre cette chance-là où nous sommes maintenant. Oui. Alors, une dernière question, Dr Saïd. En fait, en même temps que ces propositions américaines, il y a toujours des négociations en Libye pour pouvoir arriver à un gouvernement d'union, c'est-à-dire un compromis entre les différentes parties. Est-ce que vous pensez qu'ils vont parvenir à un accord où les forces extérieures vont continuer à pousser vers un désaccord total dans le pays? Non, je crois que pour l'instant, les forces extérieures voudraient qu'il y ait un gouvernement national, si vous voulez. Ils veulent arriver à ces frappes. Je pense. Mais il y a un problème, c'est que il y a 2 parlements. Alors, dans les 2 cas, les 2 parlements ont refusé l'accord qui a été signé. C'est assez bizarre que ça a été signé par les gens de leur groupe. Et ils n'acceptent pas la signature des gens qu'ils ont eux-mêmes nommés pour négocier à leur place. Bon, c'est peut-être il y a des petites choses qu'il faut résoudre, mais le problème c'est que vous aurez un gouvernement d'union nationale, mais vous avez plus de 300 groupes militants islamistes, si vous voulez, ou simplement des tribus dans le pays. Le pays n'existe plus. Ce n'est plus un pays gouvernable. Donc vous pouvez avoir un gouvernement qui n'a pas d'armée ni de police, où la police et l'armée est trop faible par rapport à tous ces autres qui sont beaucoup mieux armés qu'eux. Donc ça risque de ne pas résoudre le problème. Le problème, c'est qu'il faut remettre de l'ordre, et je ne pense pas que l'armée libyenne actuelle, on ne sait pas si elle existe. Il y a une armée à Tripoli, il y a une autre à Benghazi. Celle de Benghazi n'a même pas pu libérer la ville de Benghazi. La ville de Benghazi est divisée. Il y a Daesh, il y a des gens... Daesh était à Derna. Derna, c'est tout près de la frontière égyptienne. Ils sont pas loin, ils sont à Ajdabia, pas loin d'Ajdabia, qui est pas loin de Benghazi. Et ils sont dans Benghazi. L'armée de Haftar, du général Haftar, qui était au Caire, ou qui était au Caire récemment, n'a pas pu mettre fin à cette occupation qui, dans leur région, eux, qui n'est même pas dans la région de Daesh. Ce qui fait que vous pouvez avoir un gouvernement national qui ne résoudra pas grand-chose. Il faut, à mon avis, que l'armée égyptienne, si elle a le temps, si elle a la possibilité d'entrer au moins de l'Est et de résoudre, de liquider tous ces groupes militaires militants, si vous voulez, et que l'armée algérienne, c'est la seule à l'Ouest, c'est pas l'armée tunisienne qui est inexistante, mais que l'armée algérienne, et je sais qu'il y a une coopération entre l'Égypte et l'Algérie sur le plan militaire, entre du côté ouest. Mais je ne voudrais pas voir des troupes américaines ou britanniques ou italiennes, parce que leur seul but, c'est le pétrole. C'est ça, ils s'en fichent complètement que le pays n'existe plus. Ils s'en fichent de tout, ils veulent le pétrole, c'est tout. La même chose avec le Golfe. C'est le pétrole qui les intéresse, et les lignes de communication qui emmènent le pétrole vers l'Europe ou le gaz vers l'Europe, c'est tout. Malheureusement, c'est ça, et nous sommes trop faibles pour contrer ces gens-là. Sans l'aide de la Russie, la Syrie n'existerait plus. Ce serait Daesh au pouvoir en Syrie. Heureusement que la Russie est intervenue. Mais elle ne peut pas intervenir en Libye aussi. C'est un peu difficile. Mais nous devons savoir qui sont nos vrais amis, ou avec qui nous devrions nous allier plutôt, parce qu'il n'y a pas d'amis en politique. Il y a des alliances temporaires et par intérêt. Alors notre intérêt est certainement ne pas être du côté de l'Occident qui veut notre perte.
et qui a presque réussi à le faire. Il faut être très vigilant, en plus en Égypte, ces jours-ci. Il faut que notre intérêt soit suprême et qu'on ne soit pas à la remorque ni de l'Amérique, ni de qui que ce soit. Pour l'instant, que ce soit la Chine ou que ce soit la Russie, c'est de ce côté-là qu'il faut regarder. De toute façon, je vous remercie infiniment. On va voir dans les jours qui viennent qu'est-ce qui va se passer. Monsieur le général Ibrahim Choukri, je rappelle, vous êtes professeur à l'Académie nationale. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ravi d'être avec vous ce soir avec M. Saïd. Merci beaucoup, merci. Et docteur Saïd Foucault, notre analyste politique, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci, mesdames, messieurs, c'était tout pour cette édition lundi de direct. Excusez-moi, rendez-vous demain et une nouvelle édition. Bonne soirée.